Le point éco avec Florent Vabon, économiste chez Ecofi. Économiste, mais on ne va pas parler que d'économie, on va parler marché. Alors, très sincèrement, Florent, ma question n'est pas inspirée par les propos du patron de JP Morgan, mais je voulais aujourd'hui qu'on parle des taux longs, notamment parce qu'aux États-Unis, les taux longs restent à un niveau qui est excessivement élevé. Pourquoi ? Il y a une multitude d'arguments pour expliquer cela, mais le premier d'entre eux, c'est évidemment la politique économique de Donald Trump, une espèce de défiance qui s'est emparée du marché, des marchés obligataires. Une défiance pour quelle raison ? D'une part, parce que la politique de Donald Trump est assez erratique, c'est le peu de le dire, et puis d'autre part, parce qu'il y a une problématique budgétaire derrière tout cela. Problématique budgétaire parce que, et vous avez eu la dégradation de la note il y a quelque temps par Moody's, Ça a eu un impact ou pas ? Non, c'est totalement anecdotique, mais c'est symptomatique d'une situation. La situation, quelle est-elle ? C'est que la trajectoire du déficit aux États-Unis est jugée d'une certaine manière non soutenable. Et il n'y a aucune volonté de la part de l'administration Trump d'inverser la tendance, malgré ce qu'ils disent. Ils sont dans une forme d'histoire alternative, de déni de la réalité. Ils sont convaincus qu'ils vont pouvoir ramener le déficit à 3%. Il est aujourd'hui plus du double que leurs objectifs. Et donc, vous avez aujourd'hui une défiance de la part des investisseurs internationaux vis-à-vis de la dette américaine. Et assez naturellement, pour pouvoir se prémunir d'un risque budgétaire plus prononcé, on demande des taux d'intérêt plus élevés, et donc les taux d'intérêt augmentent. Alors là-dessus, il y a une question d'offre, il y a une question de demande. Donc vous dites la demande diminue. Ça se voit dans les adjudications ? C'est un petit peu plus compliqué. C'est un petit peu plus compliqué aux États-Unis et dans d'autres parties du monde aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, vous avez un environnement où le caractère même de valeur refuge de la dette américaine est questionné. Vous avez moins de demandes de la part des investisseurs internationaux. Vous avez aussi moins de demandes de la part des banques centrales, à la fois la Banque centrale américaine et les banques centrales du monde entier. Et de ce point de vue-là, comme dans tout marché, lorsqu'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande, eh bien, vous avez une augmentation des prix. Mais cette augmentation des prix-là, forcément, elle se traduit par des rendements exigés plus élevés de la part des investisseurs. Aujourd'hui, vous voyez les taux américains évoluer comment ? Vous vous dites qu'ils peuvent baisser ? Vous vous dites qu'ils vont rester stables ? Ou vous vous dites qu'il y a un vrai risque de réelle tension ? Alors déjà, on se dit qu'on n'a pas de boule de cristal. Mais au-delà de ça, blague à part, effectivement, c'est difficile de dire jusqu'où ça peut augmenter, si ce n'est qu'effectivement, il y a des seuils un peu psychologiques pour les marchés, que les marchés viennent tester. On l'a vu ces dernières semaines, aux alentours de 4,8%, 5%. C'est à notre sens des seuils qui ne seront pas franchis, sauf si véritablement il y a une rupture dans la politique économique de Donald Trump, qui est déjà assez erratique, je l'ai dit. Mais surtout, l'idée, c'est plutôt de se dire que ça ne va pas beaucoup baisser. C'est-à-dire que la détente obligataire américaine, à notre sens, va être assez limitée et qu'on va rester sur un plancher qui gravite aux alentours des niveaux actuels, c'est-à-dire aux alentours de 4,5. Et ça a une incidence majeure. Alors l'image n'est pas de moi, mais j'ai lu il y a quelque temps, et j'ai trouvé ça très vrai, qu'effectivement le taux américain, qui est considéré dans le monde entier comme étant le taux sans risque par excellence, c'est un peu comme le soleil, et toutes les classes d'actifs gravitent autour de ce soleil. Et donc forcément, si les taux d'intérêt américains augmentent, ça a des conséquences sur l'ensemble du monde. Marchés obligataires comme les marchés actions. Je voudrais qu'on reste sur ce sujet des taux longs, mais qu'on quitte les États-Unis pour aller au Japon. On en parle très peu, en fait, dans les médias, de la situation japonaise. On en a souvent parlé tous les deux dans ce point éco. Qu'est-ce qu'il faut penser de la situation japonaise actuelle et des décisions de la banque japonaise ? On en avait souvent parlé, on avait même pronostiqué un retour de l'inflation, des hausses de taux de la part de la Banque centrale japonaise, et c'est exactement ce qui s'est passé. Aujourd'hui, la situation, elle est la suivante. C'est-à-dire qu'on a une inflation qui continue d'augmenter au Japon, qui s'installe même de manière assez généralisée, par des hausses salariales, par des hausses de prix dans les services. On a véritablement, encore une fois, une révolution au niveau de l'inflation qui est en train de s'installer au Japon. Et donc forcément, ça a des conséquences sur la Banque centrale japonaise qui est dans cette idée que on en a fini avec les politiques monétaires non conventionnelles. Donc elle a déjà commencé par arrêter de contrôler la courbe des taux. On y reviendra sans doute après. Et surtout, donc contrôler la courbe des taux, on rappelle, c'était que la Banque du Japon avait donné des objectifs pour les taux courts et pour les taux longs. On nivelle les fluctuations des taux d'intérêt. Aujourd'hui, c'est terminé. Et donc de ce point de vue-là, ça ne veut pas dire qu'elle n'intervient plus. Mais en tout cas, il n'y a plus d'objectifs explicites de ce point de vue-là. Et surtout, elle a commencé à monter ses taux d'intérêt directeurs pour pouvoir s'approcher petit à petit de la neutralité
et accompagner ce changement dans l'économie japonaise. Alors pourquoi? Là, c'est pour répondre à votre question. Là, on a juste contextualisé les choses. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce que les investisseurs japonais, et notamment les assureurs japonais, détiennent un stock assez conséquent de dettes obligataires internationales, notamment françaises, en ce qui nous concerne, mais aussi américaines. Et donc, si aujourd'hui vous avez un arbitrage qui devient un petit peu plus favorable pour les investisseurs japonais, c'est-à-dire si les taux augmentent sur le sol de Ils vont rapatrier les capitaux. Ils peuvent rapatrier une partie des capitaux. Alors, je modérerai le point, puisque pour l'instant, c'est encore des réflexions, j'imagine, de la part des assureurs japonais. On ne voit pas de mouvement très franc de ce point de vue-là. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que quand on a un portefeuille d'actifs obligataires, il faut toujours diversifier. Donc, ils ne vont pas jeter la totalité de leurs dettes obligataires internationales du jour au lendemain, mais c'est un risque et il faut s'en soucier. Quel impact peut avoir le Japon sur les investisseurs internationaux? Parce que là, vous parlez des assureurs japonais. Il semblerait qu'un certain nombre d'investisseurs internationaux trouvaient que le Japon était un très bon pays pour emprunter pas cher et pour aller acheter des actifs partout à travers le monde qui rapportaient plus. Est-ce que la décision de la Banque du Japon de remonter les taux ne va pas mettre fin à ce genre de pratique? Alors, on a eu des petites secousses l'été dernier. On verra si cet été ça se reproduit. Effectivement, vous avez des investisseurs internationaux qui profitent de ce différentiel de taux d'intérêt pour pouvoir générer des profits. Pour le moment, ça s'est pas encore totalement arrêté. La Banque centrale japonaise a certes augmenté ses taux, mais de manière assez modeste pour le moment. Et nous, on anticipe qu'elle va continuer de le faire, un petit peu plus sans doute que le marché l'anticipe. Mais ça ne va pas prendre des proportions non plus spectaculaires. Encore une fois, il y a cette idée de faire quelque chose de graduel pour pouvoir accompagner la hausse de l'inflation, mais pas non plus la tuer dans l'œuf. Puisqu'encore une fois, contrairement aux autres banques centrales, la Banque du Japon, elle souhaite que l'inflation se réinstalle dans l'économie japonaise, parce qu'il faut le rappeler, ça fait des décennies qu'il y a une faible inflation, voire de la déflation. Et je profite, je tisse le lien avec ce que j'ai dit au tout début sur le fait que on avait moins de demandes, plus d'offres sur le papier américain. En réalité, le cas japonais est assez symptomatique de tout cela aussi, c'est-à-dire que vous avez une régionalisation plus marquée des investissements obligataires et vous avez moins de demandes pour les actifs étrangers, et notamment américains, avec un rapatriement des capitaux, et ça se voit aussi d'une certaine manière en Europe. Je voudrais qu'on vienne à la situation européenne avec cette lecture offre-demande de papier. Grand changement, l'Allemagne va lever beaucoup de capitaux pour relancer son activité économique. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence sur le marché obligataire? Ça en a déjà eu, puisqu'on l'a vu, on a franchi une sorte de marche, ne serait-ce que sur le taux d'intérêt à 10 ans allemand, donc le taux auquel emprunte l'État allemand aujourd'hui. On a franchi une marche et on a du mal à la redescendre, parce que les investisseurs se disent que le plan qui a été annoncé, donc on le rappelle, un plan de réarmement et de dépenses dans les infrastructures, j'insiste sur ce point parce qu'on parle beaucoup de réarmement, mais il y a aussi beaucoup de dépenses qui sont prévues dans les infrastructures, notamment les infrastructures vertes. Et ça a des conséquences, c'est que on anticipe que la croissance allemande va être plus forte à partir de 2026, que l'inflation allemande va aussi, d'une certaine manière, suivre ce mouvement, sans rentrer dans les proportions qu'on a connues après la Covid. Mais quand bien même on a cette conjonction de ces deux éléments qu'on appelle la croissance nominale qui va augmenter, et donc assez naturellement, les taux d'intérêt allemands ont suivi ces perspectives-là. Le problème, c'est que ça a des conséquences. Ça va faire payer tous les autres. Exactement. Ça fait payer tous les autres, dont la France. Mais la France, il n'y a pas que ces soucis-là. Il y a un problème de croissance, il y a un problème politique, il y a un problème budgétaire. Donc après, on a une myriade aussi de facteurs idiosyncratiques. On a de la chance, on n'a pas été dégradé. Non, effectivement. Mais après, comment dire, je ne serais pas aussi... j'ai pas envie de verser dans le catastrophisme, puisqu'effectivement, je pense que et vous l'avez vu à de nombreuses reprises quand je viens dans les émissions, on est assez optimiste sur le profil de croissance de la zone euro, et on l'est encore plus depuis qu'il y a eu les plans que je viens d'évoquer pour l'Allemagne. Donc ça veut dire plus de croissance aussi par effet cascade, des retombées positives pour l'économie européenne dans son ensemble. Donc en fait, on a des conséquences sur le marché obligataire, mais les conséquences sur le marché obligataire répondent aussi à des tensions mondiales, notamment qui viennent des États-Unis. On a également des répercussions positives, à notre sens, pour la croissance économique à partir de la fin de l'année 2025 et surtout sur 2026 et au-delà. Et donc ça pourrait aussi tempérer un peu les effets négatifs que l'on peut attendre vis-à-vis des droits de douane qui sont imposés par Donald Trump. On vient sur les taux courts, on est mardi soir. Jeudi, il y a une réunion demain et jeudi, il y a une réunion de la BCE.
avec une conférence de presse de Christine Lagarde. Est-ce que la situation économique justifie une nouvelle baisse des taux ? Bon, là, je ne vais pas vous étonner, on est toujours sur le même postulat chez Ecofi, c'est-à-dire qu'on anticipe qu'il va y avoir une baisse de taux jeudi. J'ai envie de dire, c'est sans surprise, tout le monde le pronostique. Et il y en aura d'autres ? Et c'est là où on se différencie un petit peu, c'est qu'on pense qu'il n'y en aura plus après. Pour quelle raison ? C'est que, alors d'une part, c'est vrai que tout conspire pour qu'il y en ait d'autres. Et c'est là où j'essaye de temporiser un petit peu les anticipations du marché. C'est-à-dire qu'effectivement, on a une inflation qui diminue, une croissance qui n'est pas très bien orientée, et donc on pourrait se dire la Banque Centrale Européenne va continuer de baisser ses taux pour stimuler l'économie et éviter qu'on tombe durablement en dessous des 2% de l'inflation. Sauf que c'est oublier tous les éléments qu'on vient d'évoquer, à savoir le bazooka budgétaire allemand, qui va venir soutenir la croissance sur 2026 et au-delà, et donc va venir aussi, par effet cascade, je l'ai dit, soutenir l'économie européenne, engendrer des pressions inflationnistes quelque peu par la demande. Et donc nous, on anticipe que, d'ores et déjà, il serait dommage pour la Banque Centrale Européenne d'aller trop loin dans la stimulation, sachant qu'à notre sens, là on va être un petit peu technique, si le taux de facilité de dépôt est situé à 2%, on est déjà un tout petit peu en dessous de ce que nous, on envisage comme étant la neutralité. Ouais. Ce qui veut dire que... Alors, donc vous considérez, grosso modo, vous considérez que si on a 2, ça veut dire qu'on commence déjà à être dans une politique d'être pas mal. Accommodant. On est pas mal. Imaginons qu'on puisse encore y en avoir une autre, si jamais ils aient envie d'en faire une autre, mais il n'y en aura pas beaucoup plus. Ok, je fais quoi en termes d'investissement, en termes d'allocation ? Je comprends qu'il y a quand même des inquiétudes sur les taux longs. Alors c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que le mouvement qu'on a observé sur les taux américains ne s'est pas forcément traduit par des mouvements de même ampleur sur les autres marchés internationaux. Alors le Royaume-Uni, je le mets à part, parce que c'est pas tout à fait la zone euro. Et en plus de ça, il y a des problématiques un peu spécifiques. Mais si vous regardez les taux de la zone euro, ça a plutôt baissé, voire ça s'est stabilisé, tandis que les États-Unis ont augmenté. Donc déjà, on a une forme de déconnexion et de possibilité dans un portefeuille obligataire de générer des paris géographiques. Donc nous, on est plutôt sur la stabilité, je l'ai dit, aux États-Unis, voire même des risques un peu haussiers. En zone euro, là aussi, une forme de stabilité, voire peut-être légèrement baissier, mais ça veut dire encore une fois qu'on n'a pas des détentes obligataires massives. On a du rendement embarqué dans les produits obligataires. Donc on va plutôt aller sur les dettes d'entreprise. Les dettes d'entreprise bien notées parce que la situation économique à court terme n'est pas tip-top, on va le dire. Et s'agissant des actifs risqués, en l'occurrence des actions, ici, on l'a dit depuis le début de l'année, on était favorable aux actifs européens. Ça a plutôt bien fonctionné, vis-à-vis des actifs américains notamment. Aujourd'hui, on est plutôt dans une forme de prudence à l'approche du second semestre, en se disant que ça va se traduire sur un peu plus, même si l'essentiel des révisions a été passé, sur un peu plus de révisions sur les bénéfices des entreprises européennes. Il y a un peu de risque aussi sur les actions américaines. Donc, grosso modo, on se dit que le potentiel de performance sur les actifs risqués, en l'occurrence les actions, est un peu plus limité sur la seconde partie de l'année, en comparaison de la première, où, encore une fois, c'était très favorable pour les actifs européens. Florent Vabon, merci d'être venu nous parler de faire ce point complet, notamment sur les taux d'intérêt à long terme. On continue tout de suite en parlant assurance vie.